Je m'appelle Léa. Alors que je me tiens ici, au milieu de l'élégance du gala de charité de Noël au Palais Brongniart, je ressens encore tout le poids de la transformation radicale qu'a connue ma vie ces dernières semaines. La salle est remplie de l'élite de la finance et des cercles philanthropiques parisiens, mais tous les regards sont braqués sur notre petit groupe tant la tension est palpable dans l'air. Il y a quelques instants à peine, Alexandre, le richissime petit ami de ma sœur, a remarqué l'insigne de « donatrice fondatrice » épinglé sur mon bustier. Le regard de choc sur son visage, suivi de la prise de conscience dans les yeux de ma sœur Chloé, était presque insoutenable. Pendant des années, j'ai été la fille invisible de cette famille, celle qui se contentait d'un modeste poste de professeur de français dans un collège de banlieue, toujours délaissée au profit de la prestigieuse carrière de Chloé dans le marketing de luxe. Mais ce soir, tout a basculé. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Ma famille a toujours été obsédée par le statut social et l'argent. Ma mère, Béatrice, est une femme arriviste qui a passé sa vie à essayer de s'immiscer dans les hautes sphères de la bourgeoisie parisienne. Mon père, Jean-Pierre, est un homme passif qui a toujours suivi les décisions de ma mère, même quand elle m'écrasait. Et puis, il y a Chloé. C'est l'enfant prodige, celle qui ne fait jamais de faux pas aux yeux de mes parents. Elle sort avec Alexandre, le PDG d'un fonds d'investissement pesant plusieurs centaines de millions d'euros, et ma mère est persuadée que cette union va enfin nous donner le prestige tant convoité. 5 jours avant le début des fêtes de fin d'année, ma mère m'a appelé. J'étais en train de corriger des copies de 3e, une soirée ordinaire pour moi. Léa, a-t-elle dit d'une voix mêlant une fausse chaleur à une détermination glaciale, Chloé invite Alexandre pour le grand dîner de famille. Elle pense que ce n'est pas une bonne idée que tu sois là. Ton métier d'enseignante risque de ne pas impressionner ses amis de la haute société. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing à l'estomac. Mais j'avais l'habitude. Je comprends, ai-je simplement répondu avant de raccrocher. Ce que ma famille ignorait, c'est que depuis 2 ans, je suis l'unique administratrice d'une fiducie de 15 millions d'euros laissée par ma grand-mère, Colette. Colette était la seule de ma famille qui me voyait vraiment. Elle savait que j'étais travailleuse et intègre, contrairement à Chloé à qui tout avait toujours été servi sur un plateau d'argent. Avant de s'éteindre, elle m'avait confié, « Chloé doit apprendre la valeur de l'effort. Je compte sur toi pour lui donner cette leçon. » J'avais gardé ce secret, d'une part car je ne voulais pas que nos relations tournent autour de l'argent, et d'autre part car je ne savais pas si j'étais prête à exercer un tel pouvoir. Mais après l'appel de ma mère, j'ai commencé à reconsidérer la situation. J'ai réalisé que si je continuais à les laisser me piétiner, je finirais par me perdre totalement. Le jour de la réception familiale fut gris et pluvieux. J'ai passé la journée à annoter des dissertations pour oublier que ma famille dînait sans moi. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Chloé avec une photo de la tablée dans leur appartement du 16e arrondissement. Ils semblaient tous si heureux, mais ma place n'existait pas. Pour couronner le tout, j'ai vu que ma mère portait les boucles d'oreilles que je lui avais offertes pour son anniversaire, et que Chloé était drapée dans une étole en cachemire qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. En arrière-plan, j'ai remarqué le service à thé en argent de ma grand-mère, celui qu'elle m'avait promis parce que j'étais la seule à l'aider à le polir. Cette nuit-là, j'ai parlé à mon amie Camille, elle aussi enseignante. Elle était au courant pour l'héritage et m'encourageait à m'affirmer. Léa, tu ne peux pas les laisser te traiter ainsi. Ta grand-mère t'a confié cette responsabilité pour une raison, m'a-t-elle dit. J'ai alors pensé à l'avenir. Si je restais la fille invisible, je serais exclue de chaque événement, et ils continueraient à profiter de moi quand cela les arrangerait. Je devais tracer une limite. Le vendredi matin, j'ai appelé la notaire de ma grand-mère, maître Lefebvre. Elle gérait le dossier depuis des années avec un professionnalisme exemplaire. Je me suis rendue à son cabinet rue de Rivoli pour discuter de mes options. Elle m'a expliqué qu'en tant qu'administratrice, j'avais un pouvoir discrétionnaire total sur la distribution des fonds. Je pouvais autoriser le versement des parts de Chloé, les différer ou y ajouter des conditions strictes. En quittant son bureau, maître Lefebvre m'a tendu une enveloppe. C'était une invitation pour le gala de charité de Noël, le même événement auquel Chloé et Alexandre allaient assister.
J'étais une donatrice fondatrice de cette association depuis 2 ans, utilisant le legs personnel de 50 000 € que ma grand-mère m'avait laissé en propre. J'y avais toujours participé anonymement, mais j'ai compris qu'il était temps de sortir de l'ombre. L'après-midi même, on a frappé à ma porte. C'était ma mère, Chloé et mon père. Ils avaient découvert l'existence de la fiducie par l'intermédiaire du conseiller financier d'Alexandre. Chloé était furieuse. « Toi, une simple prof, tu contrôles 15 millions d'euros ? C'est forcément une erreur », a-t-elle éructé. Ma mère a tenté d'être diplomate, suggérant qu'elle reprenne la gestion du fonds, mais je suis restée ferme. Je leur ai dit que j'allais respecter les dernières volontés de Colette, m'assurer que l'argent soit utilisé de manière responsable. Quand Chloé a ricané en méprisant mon métier et mon manque supposé de fortune, je n'ai plus pu me retenir. Je leur ai parlé du gala et je leur ai montré mon insigne de donatrice. Leurs mâchoires se sont décrochées. Pour la première fois, ils me voyaient autrement que comme la fille embarrassante. Ce qui me ramène à ce soir, au gala. Les yeux d'Alexandre se sont agrandis lorsqu'il a compris la vérité. Il s'est tourné vers Chloé, la voix glaciale. « Ta sœur est l'une des principales donatrices de cette fondation, et tu ne me l'as jamais dit. » Chloé a bégayé une excuse, mais c'était trop tard. Maître Lefebvre est apparu au moment opportun. Léa est une administratrice d'exception, le fonds est entre de très bonnes mains, a-t-elle déclaré. La température a chuté dans la pièce alors que chacun réalisait que les rapports de force avaient changé. Après le choc initial, j'ai annoncé ma décision. J'ai informé Maître Lefebvre que je différais la distribution des parts de Chloé de 12 mois. J'exigeais également qu'elle termine une formation certifiée en gestion financière et en éthique des affaires avant de pouvoir toucher le moindre centime. C'était une approche ferme, mais nécessaire. Chloé a hurlé que je gâchais sa vie, mais je n'ai pas scié. Je ne gâche rien, je m'assure que tu apprennes la valeur des choses, ai-je répliqué. Ma mère a tenté de la défendre, mais j'ai rappelé toutes les fois où il m'avait traité injustement. J'ai passé ma vie à essayer de gagner votre respect, mais tout tournait toujours autour de Chloé. C'est fini, je ne suis plus la fille invisible. À ma grande surprise, mon père a enfin pris la parole. Tu as raison, Léa. Nous nous sommes mal comportés. Je suis fière que tu saches t'affirmer. Dans les jours qui ont suivi, les retombées ont été immédiates. Les fiançailles de Chloé et Alexandre ont été suspendues. La position de Chloé dans sa boîte est devenue inconfortable et elle a fini par démissionner. Ma mère a reçu des appels de tout Paris colportant les détails de notre scandale familial. Le 2 décembre, j'ai signé les documents officiels chez la notaire. Elle m'a assuré que ma grand-mère aurait été fière. Plus tard, j'ai reçu un courriel de mon père s'excusant pour ces années de silence. Chloé m'a envoyé un SMS disant qu'elle s'était inscrite à la formation de gestion. Un blog influent sur la vie parisienne a relaté l'histoire, dépeignant ma famille sous un jour peu flatteur et me présentant comme l'héroïne discrète. J'ai même été invitée à rejoindre le conseil consultatif de la fondation. Le 21 décembre, j'ai organisé un dîner dans mon appartement. J'ai invité Camille, quelques collègues et mon père. C'était une soirée simple et chaleureuse, remplie de rires et de vraies conversations. Chloé m'a écrit pendant la soirée pour me dire qu'elle faisait des efforts, et j'ai répondu poliment, laissant la porte ouverte pour l'avenir. En repensant à ces dernières semaines, j'ai appris que fixer des limites n'est pas un signe de faiblesse, mais une forme de respect envers soi-même. L'amour ne doit jamais se payer au prix de sa propre dignité. Je ne suis plus la fille invisible, et je suis prête à entamer ce nouveau chapitre. Si vous avez déjà dû vous affirmer face à votre propre famille, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre histoire. Et si vous voulez découvrir d'autres récits de ce genre, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci d'avoir été là avec moi. Prenez soin de vous, car vous le méritez.